Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique et surtout soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Victor Hugo, artiste, écrivain, poète et romancier des années 1800 a dit, et je cite, « Celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison ». Bientôt ce sera la rentrée des classes après 2 à 3 mois de vacances scolaires. Avoir de bons résultats scolaires résulte d'une bonne préparation. Aujourd'hui, nous parlerons de comment préparer et réussir son année scolaire. Et pour en parler, 2 acteurs majeurs de l'éducation en Côte d'Ivoire, ce sont des enseignants. Monsieur Ourega Lo-Jano, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, Monsieur Ouma, et nous sommes heureux d'être là. Je rappelle que vous êtes enseignant de mathématiques et président de la Fédération d'Othello. Avec vous, Monsieur Vamara Kamagate, lui, il est enseignant. Bienvenue, Monsieur Vamara. Merci, Monsieur Ouma. Toujours le même plaisir d'être sur ce plateau de télévision avec vous. D'accord. 2 enseignants pour parler de la préparation de l'année scolaire. En quoi est-ce que c'est important le premier jour de classe, Monsieur Ourega? Oui, c'est très important. À la question de savoir quels sont les premiers moments de la rentrée scolaire. Parce que c'est là tout se dessine. D'abord, l'élève va découvrir l'école. Il part d'un milieu A, qui est familial. Il arrive dans un milieu où un enseignant, lui seul, devant plus de 60 à 70 élèves, et il découvre d'autres personnes. Donc c'est un moment capital. Et c'est pour cela que l'enfant, dès les premières heures, vous savez, à notre temps, quand on rentrait pour la première fois en 6e, on s'est levé à 4 h du matin. On croyait que le jour était déjà arrivé. Parce que c'est motivant. Et il faut que l'enfant soit là dès les premiers instants. Donc la rentrée, le premier jour de la rentrée scolaire est très important pour l'élève et ça donne un signal fort. S'il est entré et qu'il est bien accueilli, ça développe son esprit. D'accord, on voit certains élèves qui disent mais le premier jour de rentrée, ça sera pour la liste de fournitures, ça sera pour la prise de contact. Il y en a qui ne viennent pas. Ceux-là, est-ce qu'ils ratent quelque chose? Monsieur Ouma, il faut dire que les enfants qui le disent, en fait, c'est les habitudes qui ont la peau dure. C'est ce que nous avons vécu. C'est des réalités qui sont vécues quand même dans notre système éducatif. Mais au fil des années, c'est quelque chose qui commence à se réparer. Donc maintenant, pour répondre à votre question, ceux qui le font maintenant ont toujours ces vieilles habitudes, mais ils perdent quelque chose. Comme Ourega le disait, le premier jour de la rentrée conditionne vraiment l'année scolaire pour nous. Je prends ne serait-ce que les équipements. Quand les enfants arrivent, il y a certains brillants élèves qui se retrouvent assis au fond de la classe parce que le premier jour, ils n'étaient pas là simplement parce qu'on a cette habitude dans les écoles de dire j'ai réservé ma place. Donc vous voyez que cet élève qui va aller au fond peut aller tomber sur un autre élève qui n'a pas l'envie de travailler. Voici que le premier jour déjà, l'enfant perd quelque chose. Donc le premier jour est très important, la rencontre amicale, la joie que ça procure, parce que c'est parti de là que le reste de l'année, effectivement, est décidé. Le premier jour de classe, il est aussi premier jour de classe pour l'enseignant. Est-ce que vous vivez la chose de la même manière, vous les enseignants? Oui, mais c'est un sacerdoce. Venir en classe, découvrir des nouveaux élèves, et puis faire passer ton message. Parce que c'est là se dessine aussi l'amour, la convergence entre l'élève, la complicité entre l'élève et l'enseignant. Si l'enseignant, tu rentres pour la première fois, il va se faire des amis. Nos amis habituels, ce sont nos élèves, nos premiers interlocuteurs. Et lorsque le premier rendez-vous a échoué, vous savez, vous avez perdu, la haine de votre enseignement, votre matière ne passera plus. Alors, il faut tout faire pour que les élèves vous adoptent dès les premiers instants. Ce n'est pas 3 jours après, c'est dès les premiers instants. Votre bonjour doit être capitalisé. Tout ce que vos gestes et faits sont analysés par les élèves. À vous maintenant de mettre tout le monde à votre disposition et amener l'enfant. Parce que l'enfant qui vient, nous qui faisons les mathématiques, lorsqu'on te voit du procès de maths, ils sont déjà drogués. Parce qu'ils ont une vieille habitude de nous y reviendrons. Je vous expliquerai pourquoi on doit amener les élèves à aimer les mathématiques. Parce que c'est une vieille... Depuis le Beauchamp, on lui dit les mathématiques sont difficiles. Mais je vais lui dire aujourd'hui que aimer les maths, c'est aimer soi-même. Donc, c'est capital. Le professeur doit amener les enfants à ne plus tirer les coups et à ne plus dire que le premier jour n'est plus important. D'accord, on va revenir un peu en arrière. C'est vrai que nous sommes de plein fouet dans la rentrée des classes avec l'émission, mais les vacances scolaires,
c'est fait pour se reposer, certainement, mais comment mettre à profit ces vacances de telle sorte qu'on soit très en forme, très bien préparé pour aborder l'année scolaire? Oui, monsieur Ouma, il faut dire que pour ce qui est des vacances scolaires, la chose est simple. Pour pouvoir tirer profit des vacances, je crois bien que pour l'élève surtout, et accompagné certainement de ses parents et de ses enseignants et de ses encadreurs, il est bien d'abord de faire le bilan de l'année scolaire avant de partir en congé. Aujourd'hui, je retire le bulletin de mon enfant, ou bien l'enfant même va chercher le bulletin, ce qui est autorisé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année scolaire précédente? Est-ce que les moyennes escomptées sont là? Est-ce que l'enfant a bien travaillé? Et lorsque nous faisons ce bilan, nous ouvrons alors les perspectives des vacances. Nous disons, oui, les vacances, c'est un arrêt du travail. Mais est-ce qu'il faille aller passer toutes les vacances à dormir, à se reposer? Nous disons non. Il faut laisser l'enfant s'épanouir pendant les vacances. Donc un programme bien alléchant. Mais en même temps, penser à l'année scolaire à venir. Est-ce que mon enfant en mathématiques était bon? En physique, il était bon? Est-ce qu'il ne faut pas déjà ici programmer? Ne serait-ce que lui donner 1 heure, 2 heures de vacances pour l'occuper à remonter ces lacunes qu'il a. Sinon, pour les vacances, nous disons, c'est pas mauvais d'envoyer les enfants, par exemple, voyager, changer d'air, aller à la campagne, connaître les us et coutumes. Tout ça, c'est instructif nous également. disons, voilà, c'est instructif, mais il faut déjà préparer la rentrée à venir en comblant, si possible, pendant les vacances, les déficits. Il faut voir dans quelle matière l'enfant n'est pas bon. Et moi, j'aime à dire que pour tirer profit des vacances, pour l'année scolaire à venir, il faut laisser beaucoup les enfants lire toutes sortes d'ouvrages. Ça permet de préparer la rentrée et en même temps c'est un loisir, ça occupe les enfants sainement en vacances, mais il ne faut pas l'emprisonner, il ne faut pas l'embrigader, il faut le laisser aller à ses jeux, à ses loisirs, mais en même temps penser pour son bien pour la rentrée à venir. D'accord, entrons tout de suite dans le vif du sujet, la préparation d'une rentrée scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire et comment? Oui, préparer une rentrée scolaire, c'est voir les perspectives, c'est faire le bilan. Préparer, c'est faire le bilan de ce qui s'est passé. Et c'est quand vous y arrivez que maintenant vous établissez ce qui va se passer. On peut passer, je prends le cas d'examen, parce que pour passer en classe supérieure, ce n'est pas ça qui est mon problème. Mais quand tu as un examen, je disais quelque part que quand vous avez votre examen aujourd'hui, la proclamation des résultats, tu as 3 jours pour crier, 4e jour pour te mettre déjà au travail. Parce que c'est là les réalités. Une joie de courte durée, mais les réalités sont alors, longues. préparer l'examen, c'est déjà se projeter sur l'avenir. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je suis en 6e, je vais en 5e. Il faut que je fasse le... En 6e, c'est vrai, j'ai été bien, j'ai eu 16 en physique, en anglais, mais il y a des difficultés. En 5e, comment ça va se passer? C'est en se mettant en cause qu'on fait la projection et on prépare déjà. Regardez, moi, je n'aime pas qu'on fasse déjà, premier jour, on commence déjà les anciens cours des classes précédentes. Et c'est comme ça qu'on procède. Une sorte de révision pour se mettre dans le bain. Pour te mettre dans le bain. Parce que toujours, quand on rentre, on commence par les derniers cours de la classe précédente pour qu'on puisse amorcer. Faire une révision selon les prérequis. Et maintenant, nous avançons. D'accord. Il y en a qui ont des matières qu'ils préfèrent. Qu'est-ce que vous pensez? Par exemple, quelqu'un dans une salle de classe n'aime pas l'histoire-géographie alors que vous enseignez cette matière. Est-ce qu'un élève doit avoir des préférences? Bon, nous dirons d'emblée que l'élève, quand on vient pour la recherche du savoir, normalement, il n'a pas à choisir. Le bon élève, déjà, pour anticiper, c'est celui-là qui fait toutes les matières, même si les aptitudes peuvent être innées, je dirais souvent on dit naturelles, mais l'élève lui-même n'a pas le droit de faire le choix. Parce que imaginez-vous un instant, votre matière de base, vous arrivez à l'examen, où vous croyez être fort, souvent c'est les matières négligées même qui vous relèvent. Parce que vous avez un 9 dans votre matière de base, et la matière que vous pensez être difficile, comme vous l'avez pratiqué ce jour-là, vous êtes à votre aise, il vous arrive facilement d'avoir un 12, un 13, si c'est le coefficient de haute qui vous permet d'être parmi ces élèves-là qui vont avoir ces moyens. Donc pour nous, c'est une mauvaise chose de choisir les matières. Ce que vous dites n'est pas faux, parce que je ne vais pas citer de matière, il y a un élève, et il y a l'effet de groupe comme ça, où ils étaient ensemble, il y a un qui dit, pour parler telle langue qui n'est même pas ma langue maternelle, il faut beaucoup manger. Donc ils se sont contaminés. Il y a un autre qui dit, les X et Y, on n'aime pas quoi finalement les voir ou même. Donc ils se sont contaminés et le groupe, l'effet de groupe, ça fait qu'ils ont négligé finalement toutes les matières. Parce que dans le groupe, il y a chacun détesté une matière. Donc c'est dire que ce n'est pas une bonne chose. Il faut aller à fond en aimant toutes les matières
Et je crois bien que vos aptitudes feront le reste, mais vous avez donné le meilleur de vous-même. D'accord. Parlons justement des choix de matière, M. Ourega. Vous êtes enseignant de mathématiques. Il y en a qui considèrent les mathématiques comme leur bête noire. Hein, on parle de Pythagore, de Thalès, des théorèmes, des théories qui sont développées. Certains estiment que qu'est-ce que je vais en faire? C'est ennuyant. Oui. Mais comme Oumar le dit, dans un premier temps, comme je le dis, dès les prises de contact, il faut dire à l'enfant que les mathématiques est en lui. Ça, c'est le rôle de qui? De l'enseignant. De l'enseignant. Que les mathématiques sont les mathématiques, c'est lui-même. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que lui, sa constitution, la manière de s'habiller, il est rentré dans la classe, c'est mathématique. Donc, c'est pour lui dire que les préjugés, il faut amener l'enfant à éviter les préjugés qu'il a avec la matière. Mais dire que choisir une matière, chez moi, il n'y a pas de matière à choisir. Parce que toutes les matières sont confondues. Que tu fasses histoire-géo. Supposons, dis à l'enfant d'aller chercher un peu la craie chez le directeur. C'est une direction qu'on lui imprime, mais prends la craie près derrière le bureau, mais c'est ça la géographie, c'est une orientation. Donc tout est important. Et même, le langage que j'utilise, c'est français, mais c'est français, c'est mathématique. Donc, amener l'enfant réellement à lui enlever cet esprit. C'est pour ça que nous autres, on leur dit, il faut d'abord échanger avec l'enfant. C'est ça la psychanalyse. Tu travailles avec l'enfant et tu lui fais comprendre que ça, si tu as fait ça, voilà ce qui va se passer. Celui qui néglige le français a négligé les mathématiques, a négligé les physiques. D'accord, très bien. Tout est confondu. Il faut amener l'enfant à ne plus jamais avoir des préjugés sur aucune matière. Très bien. Maintenant, supposons que l'année est en cours, il y a des cours qui sont donnés. Comment se passent les révisions, la préparation des devoirs et des interrogations? La préparation des examens, disons des devoirs et des interrogations déjà depuis la classe, il n'y a pas de secret. La seule chose qu'il faille conseiller aux élèves, c'est d'étudier. Une fois en classe, de suivre le professeur, de prendre des notes soi-même, d'éviter vraiment le bavardage, fixer toute son attention, tout ce qu'on lui transmet. Une fois que l'enfant, il est assidu en classe et qu'il est studié, mais arrivé à la maison, il n'a pas grand chose à faire, il n'a qu'à réviser. Et pendant la révision pour la préparation de cette interrogation, ses notes vont l'aider, ce qu'il a écouté, c'est pourquoi je parlais des mémoires, les 3 mémoires. Quand il étudie, pour aller faire une interrogation, bien faut un devoir, il faut que l'enfant soit en mesure d'appliquer déjà la mémoire auditive. Ce que j'ai entendu avec le professeur, et aussi la mémoire graphique, parce que lorsqu'il écrit, c'est une mémoire, ça reste dans la main. Donc c'est écrit comme ça, nous disons aux élèves, pour dire écoutez, écrivez, lisez. Parce que la répétition amène à acquérir le savoir. La répétition forge. Donc voici des astuces qu'on donne aux enfants avant d'aller faire leurs devoirs et leurs interrogations. En mathématiques, est-ce que c'est pareil? Il y a beaucoup d'exercices à faire. Le professeur a expliqué au tableau les théories, tout et tout. L'enfant, il rentre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que c'est au jour le jour? Il doit attendre la fin de semaine? Non, non. Stratégie. D'abord, l'élève, il faut qu'on lui dise que le vrai maître, le vrai répétiteur, on apprend déjà en classe. C'est-à-dire que lorsqu'on lance le cours, il faut suivre. C'est pour ça que j'invite, je n'aime pas une classe, tu dors. Parce qu'un corps, tu ne fais pas de mouvement qui s'atrophie. Et tu ne fais pas de mouvement qui s'atrophie. Il faut que tu sois en mouvement. La classe doit vivre. Et le professeur doit faire vivre la classe. Il faut interroger tout le monde. Il faut que tous les doigts s'élèvent. L'enfant, tu réponds aux questions, bosse 2 fois. Je pourrais lui-même dire qu'il bosse à l'exposé N. Parce qu'il maîtrise plus. Donc quand vous arrivez à la maison, vous n'avez plus rien à faire. Vous ne faites que réviser, vous rappeler des propriétés. On ne fait pas d'exercices, on ne tombe pas sur les exercices. Une fois que vous maîtrisez vos propriétés, au jour le jour, moi quand tu arrives chez moi à la maison, je dis à mon fils de me réciter la leçon. Si c'est 4 leçons par jour, vous avez 5 minutes pour me réviser déjà la leçon. Réciter la leçon. C'est ça. On n'attend pas demain. D'accord. Avec toutes les pesanteurs sociales, on voit des élèves qui quittent très loin. Leur lieu d'habitation est très éloigné. Ils empruntent le bus, ils arrivent en retard, ils se réveillent assez tôt, ils dorment tardivement. Est-ce que tout ce que vous dites dans la pratique, c'est encore faisable? Ils rentrent à 22 h à la maison, le temps d'avoir un bus, le lendemain ils se lèvent à 4 h du matin et c'est un cercle infernal tous les jours, toute la semaine. Oui, M. Ouma, je dirais que pour ce que vous dites aujourd'hui, avec l'effort quand même fait par
les autorités, même les orientations, quand ça sort, on dit qu'il faut encore réorienter les enfants, refaire la demande pour juste rapprocher les familles. Donc je dirais la grande majorité n'est pas dans ce cas, mais ceux qui sont dans ce cas, effectivement, nous plaignons ces enfants. C'est pourquoi nous disons, même nous faisons même des prières pour dire que ceux qui n'ont même pas le repas, tout cela rentre en ligne de compte pour les études. Mais ici, quand nous parlons de l'enfant, nous prenons la majorité de ces enfants-là qui sont dans ces aptitudes d'école déjà. Sinon, ces distances, effectivement, ont un impact considérable sur le rendement des enfants. Parce qu'aujourd'hui, avec les embouteillages, pour ceux qui habitent loin, quand ils n'arrivent pas, c'est des heures de retard, les cours sont déjà passés, il faut qu'il y ait quelqu'un pour lui expliquer. Ceux-là, vraiment, je ne sais pas s'il faut les appeler un peu des sacrifiés, mais effectivement, il y a un impact. Donc les orientations devraient tout de même tenir compte. Voilà, tenir compte, effectivement, c'est pourquoi quand les orientations sortent, entrer en 6e comme la seconde par exemple, on redemande aux parents qui ne sont pas satisfaits d'aller sur la plateforme pour refaire une autre demande, si ça peut être pris en compte. Au moins, l'enfant n'ira plus trop loin pour pallier à ce problème. D'accord. Voici un peu... Parlons brièvement des répétiteurs, hein, ceux qui, à la maison, les enseignants de maison qui aident l'élève à avancer. Quelle est leur importance? Est-ce que tout le monde en a besoin? Oui. Les répétiteurs, il faut dire que c'est très important pour certains et pour d'autres. Quand il peut, c'est pas possible. Pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Mais, vous savez, l'homme qui vous parle, votre interlocuteur aujourd'hui, je suis un répétiteur professionnel. J'étais au lycée, j'étais encore élève et j'étais répétiteur. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous prenez l'enfant, il ne s'agit pas de se jeter directement. On vous présente un enfant aujourd'hui, mais ce n'est pas le même jour, c'est pas à l'instant que tu as dit faire exercice. Non, il faut échanger avec lui. D'abord, tu lui dis comment tu t'appelles. Le fait de dire comment tu t'appelles, il va te donner une réponse. À partir de sa réponse, vous calculez. Vous avez les mathématiques, les angles adjacents, les bissectrices, ça permet de maîtriser l'homme. Les mathématiques, il y a tout dedans. Les symétries centrales, les symétries orthogonales. L'enfant, lorsque vous causez, va chercher de l'eau. Le déplacement de l'enfant, vous calculez l'angle, vous savez ce que c'est. Donc, un répétiteur, c'est celui-là qui motive. Vous savez, une famille m'avait appelé pour entretenir leur enfant. Mais l'enfant, l'autre qui était là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'enfant, c'est lui qui faisait ses exercices. Mais il faut amener l'enfant à être lui-même le propre responsable. D'accord. On constate qu'à l'école primaire, il y a un maître ou une maîtresse qui a le temps de suivre tous les enfants, tous les élèves. Au secondaire, il y a des professeurs qui sont nombreux. Quand vous constatez dans une salle de classe un élève, un des vôtres qui a un niveau faible, à la limite n'a même pas le niveau de la classe dans laquelle il se trouve, quel est le rôle de l'enseignant? Le rôle de l'enseignant ici, c'est de prêter attention. Ici, monsieur, vous posez deux problèmes. Nous l'avons déjà débattu ici. Si nous sommes dans les conditions idoines pour effectivement la pratique de l'enseignement, ça fait partie des tests. Les élèves, lorsque vous avez déjà essayé de classer les élèves de votre groupe, les moins forts, vous êtes amenés, il y a des tas effectivement de relève de niveau, lorsque les conditions sont réunies, bien sûr. Sinon, il n'y a pas d'élèves pour un enseignant à laisser pour compte dans les tests, dans les normes. Donc, normalement, c'est ce qui se fait. C'est pourquoi il y a des périodes de remédiation, des périodes que communément les gens appellent révision et autres. C'est pour aider effectivement ces élèves à remonter. Pour revenir rapidement, je voulais rebondir sur la question du maître de maison. Pour moi, effectivement, il y a certains élèves, comme il a dit, qui n'en ont pas besoin, d'autres en ont besoin. Mais en même temps, je dis pour moi, c'est l'élève qui devait plutôt pouvoir dire ses ressentis et à son maître et à ses parents, de ses attentes. C'est pourquoi le maître de maison n'est pas obligatoire pour tous les élèves. Parce qu'il y a des élèves qui n'en ont pas besoin. Ils ont besoin simplement d'une motivation parce qu'ils sont déjà excellents. Mais ceux qu'il faut remonter, le maître de maison qui arrive, on sait qu'il y a une affaire pécuniaire derrière, mais l'enfant, parce que c'est l'enfant qui nous intéresse dans ce sujet. Le maître de maison, lui, vient déjà faire qu'il soit excellent ou pas. C'est l'enfant qui est au centre du débat. Donc pour moi, l'enfant devait être en mesure de dire à son maître, voici ce que moi, mes vrais problèmes, aide-moi à les remonter, qu'ils acceptent l'échange avec les maîtres et que les parents aussi soient informés. Ne laissons pas, il ne faut pas livrer ces enfants-là
à tout maître de maison. D'accord, très bien. Voilà. Parlons des évaluations. Il y a des interrogations, on ne prévient pas, il y a des devoirs sur table. Quelle est la différence entre ces types d'évaluations? Quel est le sens de l'évaluation? D'accord. Bien avant, mais pour dire que, pour rebondir sur une question que vous venez de poser, vous savez, il n'y a pas d'enfant qui n'a pas le niveau. Tout le monde a le niveau. Mais c'est vous, l'enseignant, qui devez amener l'enfant. Je prends l'exemple. J'arrive en 6e, une petite fille qui dormait dans ma classe. Mais les gens se fâchaient. J'ai dit non, elle ne dort pas. Mais c'est parce que vous lui avez donné une note qu'elle dort. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai nommée présidente, capitaine de la classe. Je ne suis pas chef de classe, hein, mais capitaine de la classe. Je l'ai soulevé comme ça. Devant tout le monde, j'ai dit, voici votre capitaine. Si vous avez des problèmes, interrogez-la. Demandez-lui, elle va vous aider. Aujourd'hui, elle vient d'avoir le bac. Elle a changé. Ses habits sont propres. Sa maman est venue demander. Elle s'est sentie responsable. Responsable. Il faut motiver. Et nous, notre domaine, c'est de motiver. Les mathématiques motivent. Revenons à votre question. Vous savez, interrogation, devoir de classe, devoir de niveau, on prépare déjà l'enfant à l'examen. Devoir et interrogation, on ne prévient pas. Ça veut dire qu'il doit être tous les jours, il doit être prêt. Un élève, c'est un guerrier. Un élève, c'est comme si tu vois au front. Il faut toujours être prêt. À tout moment, on peut te donner, on peut t'interroger sur ce que vous venez de voir. C'est pour ça que l'enfant n'a pas de répit. Un temps pour jouer, un temps pour travailler. Dès que le 13 septembre, un élève n'a plus le droit de faire n'importe quoi. Parce qu'il faut canaliser tout ce que tu fais. On peut aller jouer, un jeu, tu peux t'apporter, mais pas un jeu, les boîtes de nuit. Non, écoute, on ne fait pas de la mauvaise publicité, mais c'est dire que l'enfant doit se sentir que demain, il y a une hétéro en histoire géo, en français, en mathématiques. Donc l'interrogation, voilà, on ne prévient pas. Voilà, on surprend toujours. Parce que là, il faut... Monsieur Eouma, si vous ne faites pas d'interrogation, aucun élève ne pourra bosser beaucoup. Parce qu'il sait que non, il n'y a rien. Mais quand vous lui donnez des exercices à tout moment, il sait qu'il y a une interrogation même de 5 minutes, 10 minutes, il va se mettre au travail. Et il faut donner l'envie à l'enfant de faire ses exercices. Ne pas faire ses exercices, c'est se diminuer toutes ses chances pour la réussite en fin d'année scolaire. Voilà. Et le devoir de niveau vous met dans les conditions d'examen. Parce que là, c'est tous les élèves d'autres classes ou bien tu se ressembles. Alors, il faut chercher à être parmi les meilleurs, mais il faut chercher à être premier. D'accord, très bien. Merci. Pour ce qui est de la préparation aux examens à grand tirage, on n'aura certainement pas l'occasion d'en parler ici. Cela pourra faire l'objet d'une émission toute spéciale où on va se consacrer à fond. Mais la dernière question, puisque nous sommes à moins de 3 minutes de la fin, le bon élève, c'est qui? Quelles sont les bonnes qualités, ou du moins les qualités d'un bon élève? Est-ce celui qui a de grosses moyennes, celui qui est constant, de votre point de vue? Le bon élève, pour moi, déjà, c'est celui qui a de bonnes notes. Ça, il faut le dire, parce que c'est le premier critère. Le bon élève, c'est celui qui, pour avoir ses bonnes notes, est assidu. Ah, qui pourra avoir ses bonnes notes, parce qu'elle est tricheuse. Voilà, pour être assidu. Le bon élève, c'est celui-là qui est respectueux des tests des écoles. Le bon élève, c'est celui-là qui est ponctuel. Le bon élève, c'est celui-là qui vient à l'école pour travailler. Et encore, pour moi, le bon élève, comme nous sommes à la fin de l'émission, pour moi, c'est celui-là qui, en début d'année, déjà a des objectifs. Et moi, je recommande cette année à nos élèves, comme ça fait partie de notre leitmotiv ici, il faille se décider depuis le premier jour, le 13 septembre, pour dire cette année, j'irai aux examens, j'irai faire la pratique des classes pour les classes intermédiaires, sans tricherie, avec mes armes, avec mes forces, je me mettrai au travail. Pour moi, c'est ça le bon élève qui prend ses résolutions. Est-ce que toutes ces caractéristiques que vous avez données sont cumulatives ou est-ce qu'on peut choisir certaines caractéristiques? Le souhait serait qu'il soit cumulatif, mais je dirais que nul n'est parfait, mais il faut aller au meilleur, à l'excellence. D'accord, parce qu'il y en a qui ne viennent pas trop, on dit qu'ils sont très intelligents, ils ont de bonnes notes, Oui, non, pour moi, un bon élève, c'est d'abord celui qui est moyen partout. Partout, à tous les niveaux. Parce que dans la vie active, que je sois bon en mathématiques, c'est pas ça qui peut me nourrir dans la vie active. On prépare déjà la bonne. C'est pas ça qui peut me nourrir. Vous pouvez avoir le bac C et puis ne pas faire le travail du bac C. Voilà. Donc votre capacité Donc, d'adaptation, pour moi, de il faut réussite un en tout. enfant assidu en classe, bien respectueux, toujours être à l'heure au cours.
Ça dit qu'avec les embouteillages, on peut venir, ici c'est Abidjan, mais on peut venir un peu en retard. Mais il faut être là. Il faut toujours avoir son cahier à jour, et en maths, en histoire à jour. Et toujours poser des questions au professeur. Éviter les histoires. Moi, un bon élève, c'est celui-là qui refuse d'aller se balader en même temps alors qu'il a des choses à faire. D'accord, très bien. La dernière question en 30 secondes, c'est qui le bon enseignant? Un bon enseignant, pour moi, c'est celui qui motive. C'est lui qui amène l'élève qu'on appelle ivoirien à valoir. Un bon enseignant, c'est lui il est le centre, quoi. Pour moi, c'est un ensemble de définitions. Merci bien. Le bon enseignant? Le bon enseignant, c'est le guide pour l'élève, en un mot. Il faut qu'il l'amène au savoir-faire, à tous les savoirs, je vais dire. Pour moi, le bon enseignant, c'est le guide. Merci à vous, chers enseignants. À vous entendre parler, on dira que vous êtes de bons enseignants, mais vos élèves, vos nombreux élèves vous regardent et ils sauront également le dire. Je rappelle que nous avons été en compagnie de M. Vamara Kamagaté, enseignant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur. Et avec vous, M. Ourega Lojano, qui est également enseignant. Merci pour vos contributions enrichissantes. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique. Thank you.